Une opération éclair faite de 200 avions de chasse et visant plus d'une centaine de cibles. La nuit dernière, Israël a mené une attaque aérienne inédite sur des sites militaires et nucléaires iraniens, tuant dans le même temps des membres clés de la chaîne de commandement militaire, ainsi que des civils et des enfants iraniens notamment. Mais que visait vraiment Israël dans cette offensive baptisée Rising Lion, le lion qui se lève? L'Iran peut-il répliquer? Assiste-t-on aux prémices d'un face-à-face qui pourrait embraser la région? Pour tenter de répondre à ces vastes questions, trois invités ce soir. Antoine Basbous, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes politologue associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Face à vous, Bernard Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Et Rina Bassiste, bonsoir. Bonsoir, Quentin. Vous êtes journaliste israélienne, vous travaillez pour la radio publique israélienne Cannes et vous êtes rédactrice dans le journal américain Al Monitor. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du soir. L'État juif refuse d'être la victime d'un holocauste nucléaire commis par le régime iranien. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé le cœur du programme nucléaire militaire de l'Iran. Nous avons ciblé la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir, et d'agir maintenant. Le régime sioniste doit s'attendre à une punition sévère. Par Dieu le Tout-Puissant et la main puissante des forces armées d'Iran, cela ne restera pas impuni. Nous nous trouvons maintenant à un tournant décisif. Si nous le manquons, nous n'aurons aucun moyen d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires qui mettront en péril notre existence même. Comment qualifiez-vous, Bernard Ourcade, les attaques aériennes de la nuit dernière? Est-ce qu'elles sont une riposte aux attaques iraniennes de l'automne dernier ou bien le fruit d'une stratégie de long terme? On rappelle que le Premier ministre israélien menace le régime iranien d'une attaque contre son programme nucléaire depuis de nombreuses années désormais. Tout à fait. Tout le monde disait que Netanyahou a avec l'Iran une relation conflictuelle viscérale. Et on l'a vu, on se souvient des interventions de Netanyahou à l'ONU montrant le niveau du nucléaire iranien et qu'au-delà de cette limite, Israël devrait prendre des décisions si personne d'autre ne prenait des décisions. Israël aussi a été très opposé à l'accord sur le nucléaire de 2015, où l'Iran avait accepté finalement de mettre un terme à son programme militaire nucléaire sous contrôle de l'AIEA, jusqu'à ce que Donald Trump casse cet accord en 2018 et que l'Iran disant l'accord n'est pas respecté, donc moi je ne le respecte pas non plus. L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui contrôle l'Iran, qui est un pays très bien contrôlé, dont on sait exactement ce qui se passe en Iran. On peut toujours supposer qu'il y a des programmes cachés, mais on sait à peu près ce qui s'y passe. Donc là, il ne s'agit pas non plus d'une réaction comme, à une attaque iranienne liée au Hezbollah, liée à la guerre de Gaza, etc. C'est autre chose. Aujourd'hui, nous avons une attaque qui est politique, qui est globale. Et les analystes à Israël disent que c'est un programme tout en un, une attaque générale, mais qui ne touche pas le nucléaire. On en reparlera, je pense. Le nucléaire n'a pas été touché, de mon point de vue, parce que Trump a dit n'y touchez pas, touchez pas au pétrole non plus. Ça a touché des cadres du régime, des notabilités très importantes, gardien de la Révolution, commandant-chef des forces armées, des ingénieurs du nucléaire. Et surtout, ça a frappé des civils, puisque pour la première fois, les attaques ont visé des appartements. Quelqu'un, un général que vous ignoriez, habitait au 6e étage de votre appartement et il a été tué cette nuit. Et donc, il y a des dégâts collatéraux. Donc, c'est une attaque globale. Mais je crois que tous ces éléments militaires sont intéressants. On y reviendra dans la discussion. Le problème était politique. Israël est face à Gaza à une crise extrêmement grave. Projet de reconnaissance de l'État de Palestine dans quelques jours à New York. La conférence est annulée. Et discussion entre Américains et Iraniens sur le nucléaire. Les Israéliens ne voulaient pas de la reconnaissance de la Palestine, ne voulaient pas d'un accord sur le nucléaire. Ils ont réussi hier soir à faire capoter les deux projets. Vous êtes d'accord avec ça, Rina Bassiste? Le véritable projet, c'était de faire capoter la reconnaissance d'un État palestinien. C'était au fond, si je l'emploie avec mes termes-là, détourner le regard de la communauté internationale? Je pense pas, parce que je pense, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour le président Macron, je pense que son initiative n'était pas si importante aux yeux des Israéliens pour justement prendre une telle décision de frapper le programme nucléaire iranien. C'est quand même un objectif qui est discuté en Israël depuis
beaucoup d'années. Donc, je pense que les deux choses ne sont pas liées. C'est lié à quoi? Donc, d'abord, c'était bien mentionné, on est en pleine discussion entre les Américains et les Iraniens sur un possible nouveau accord sur le nucléaire. Le président américain n'a pas caché, même avant d'être président, pendant sa campagne présidentielle, il a bien expliqué qu'il veut arriver à un accord. Ces derniers jours, on a vu ces discussions avancer assez rapidement. Il y a manifestement une crainte israélienne que ça va aboutir à un accord que, en tout cas, le Premier ministre israélien, à tort ou à raison, estime un accord qui est dangereux pour Israël. Je rappelle d'un mot, pardonnez-moi, je vous coupe, que ces négociations ont été relancées en mars dernier par Donald Trump et que le 15 juin prochain, à Oman, des émissaires des deux pays, Iran et Israël, devaient se retrouver pour avancer sur ce dossier. Pour l'instant, les Iraniens, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir, mais on peut s'imaginer que quand même, il y aura un certain moment, peut-être plus lointain, il y aura quand même des rencontres. Donc, il y avait d'un côté cette avancée trop rapide au goût israélien vers un accord peut-être pas assez contraignant. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ça, d'abord, il y avait cet rapport sur l'enrichissement de l'uranium et le non-compliance, si j'utilise le terme américain de l'Iran, des termes que l'Iran aurait dû accepter. Et aussi, il y a une estimation israélienne, et ça, on n'a pas les détails, on a juste des indications du côté des experts israéliens qui disent qu'il y a quand même un changement dans la politique iranienne. Et pourquoi je dis un changement? Parce que pour qu'un État arrive à devenir un État nucléaire, d'avoir des capacités nucléaires, il y a 3 éléments. Il y a d'abord l'enrichissement de l'uranium, et ça, il y a les rapports, ce n'est pas Israël qui dit qu'il y a une non-compliance du côté iranien. Et il faut avoir une façon pour faire tomber cette bombe. Donc là, c'est soit par avion, comme on a vu à Hiroshima, mais bon, on sait que les Iraniens, leurs capacités, leurs avions ils sont très, très anciens, ils ne sont pas capables de les faire. Donc, forcément, ça sera avec, si jamais ils décident de se lancer dans cette aventure, ça sera avec des missiles balistiques. Et on sait, il y avait la démonstration en octobre, ils ont ces missiles balistiques qui arrivent jusqu'à Israël. Et il y a le dernier élément. Et le dernier élément, c'est en fait la technologie pour avoir une détonation, pour fabriquer une... Et bon, jusqu'à maintenant, ça fait des années qu'il y a d'abord une certaine fatwa, une directive de Khamenei qu'on ne va pas passer cette seuil. Et aussi, il n'y avait pas de preuves jusqu'à maintenant qu'il y avait une décision iranienne prise pour justement commencer à développer cette technologie. Là, les Israéliens disent qu'il y a des indications comme si la politique iranienne a changé, ce qui a déclenché peut-être cette décision de Netanyahou de frapper. Votre point de vue, Antoine Baspou, ce qui est à l'origine, donc si on écoute Rina Bassis, de cette opération la nuit dernière, c'est cette menace existentielle pour Israël qui s'approche. Je parle évidemment de la menace nucléaire. Ma lecture n'est pas forcément celle-ci. Moi, je vois que le cerveau des attaques du 7 octobre 2023, à partir de Gaza, c'était le général Soleimani, le patron de la force Al-Quds des passes d'Aran. Il a mis en place l'axe de la résistance, il a chargé les proxys de l'Iran, qui étaient le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites en Irak, Assad en Syrie, d'encercler Israël, pas forcément pour le détruire, mais tout simplement pour l'amener à négocier en position de faiblesse. Donc, Israël a commencé à répliquer, a détruit le Hamas, il en reste très peu de choses, a décapité le Hezbollah, renversé Assad en Syrie, frappé assez durement les Houthis au Yémen, neutralisé les milices chiites en Irak. Et maintenant, la flamme arrive à la barbe des mollahs en Iran. Donc, je crois que ça vient pour fermer le chapitre de cette attaque du 7 octobre, pour clore ce chapitre-là. Mais je crois que cette affaire, je la qualifie de la guerre des guerres au Moyen-Orient. C'est-à-dire, ça ne sera pas une promenade de santé, même si la technologie israélienne est
de très loin supérieure à celle de l'Iran. C'est incomparable. Israël vient de mener la première guerre de l'intelligence artificielle de notre époque. Et donc, on voit bien les vecteurs israéliens et les vecteurs iraniens. Donc, il n'y a pas photo entre les deux. L'Iran, ça fait 3 fois la superficie de la France, 85 millions d'habitants. Israël, c'est tout petit, c'est 10 millions d'habitants. Sauf que la technologie est d'un côté et pas de l'autre. L'Iran est sous sanction depuis très longtemps. Alors, il y a 2 objectifs dans cette offensive d'aujourd'hui. Décapiter le régime. Il y a au moins dans la première frappe une vingtaine de généraux qui ont été assassinés. Donc le chef des Pasdaran, c'est le numéro 2 du régime, le chef de l'armée et d'autres. Il y a également 9 scientifiques qui sont les patrons du programme nucléaire. Quand on ajoute à cela la destruction plus ou moins avérée de Natanz, plus 4 autres sites nucléaires moins touchés, on se rend compte que l'objectif de ralentir tout au moins, si ce n'est pas détruire le programme nucléaire, est assez avancé parce qu'un scientifique de cet acabit-là, vous ne le remplacez pas au pied levé. D'autant plus qu'Israël avait déjà frappé, éliminé le père du programme nucléaire, Fakhrizadeh, à côté de Téhéran, et volé l'archive nucléaire iranien à travers l'Azerbaïdjan. Ça, c'était en 2020, l'assassinat de Fakhrizadeh, le père du programme iranien. On s'en souvient. Bernard Ocade, est-ce que vous êtes sur la même ligne? Dans le fond, cette opération va permettre de ralentir drastiquement les avancées du programme nucléaire iranien? Alors, d'un côté, on a des faits, de l'autre côté, on a des impressions, et des suppositions, des questions. Il est clair que l'Iran a la capacité technologique d'enrichir l'uranium à un degré militaire, c'est-à-dire de 90% dans des délais très rapides, en quantité importante. C'est une chose claire et nette. Il n'avait pas cette capacité en 2015. Le retrait d'Américains de l'accord sur le nucléaire a fait que l'Iran s'est relancé là-dedans. On dit aujourd'hui, selon les estimations, qu'il faudrait entre 1 an et demi et 2 ans à l'Iran pour obtenir cette bombe nucléaire, qu'elle soit en tout cas effective dans son application. Comme disait Madame tout à l'heure, il y a d'un côté l'enrichissement, et ça l'Iran sait le faire, et l'Iran a la capacité de faire 3 ou 4, 5 bombes atomiques avec l'uranium qu'il a en stock chez lui. Deuxièmement, il faut des missiles, et Madame le signalait, l'Iran a des missiles. Est-ce qu'ils sont assez sophistiqués, assez gros pour pouvoir porter une ogive nucléaire? C'est autre chose. Et ensuite, il faut faire la bombe atomique, qui est une chose qui n'est pas simple à faire. Autant les centrifugeuses, on les met dans un tunnel et on peut enrichir l'uranium. Un programme industriel d'étonique est plus compliqué, plus visible. Et actuellement, on dit effectivement que l'Iran aurait changé de politique, serait déterminé l'Israël à attaquer. Ça fait des années que les Iraniens disent « retenez-moi ou je fais un malheur ». Ne faites pas ceci, sinon je passe à la bombe atomique. Je fais une bombe atomique et vous savez que j'ai les compétences technologiques pour le faire. Donc, effectivement, on peut penser cela. Mais il faut voir l'Iran d'aujourd'hui. Comme le rappelait M. Bazbous à l'instant, l'Iran a été vaincu aujourd'hui. L'Iran a perdu le Hezbollah, qui était son joyau. L'Iran a perdu Damas, a perdu les milices en Irak, a perdu les Houthis. Et donc se retrouvent les gardiens de la révolution, qui étaient la gloire du régime, idéologiquement, économiquement, la corruption, tout ce qu'on voudrait. Ils ont été battus militairement et à tout point de vue il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, les généraux qui ont été assassinés, ce sont des has-been, ce sont des gens d'avant, qui ont fait la guerre de jadis et qui ont été battus et qui n'ont plus du tout la même capacité. Parce que l'Iran s'est rendu compte. Alors à quoi bon, pardonnez-moi, mais à quoi bon? À quoi bon? Pour montrer que j'ai réussi et je suis capable d'éliminer qui je voudrais et successeur éventuellement de ces gens-là. L'Israël est capable, il le montre à Gaza, de faire ce qu'il veut, comme il veut, sans tenir compte d'aucune règle internationale. Et donc, l'Iran menace Israël, c'est pas nouveau, ça date des années 90, mais de là à passer à l'acte comme aujourd'hui à une telle dimension, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je dis que derrière le nucléaire, qui n'a pas été touché fondamentalement, à Natanz, ils ont détruit, on connaît assez bien le site de Natanz, les installations de surface qui sont faciles. Le nucléaire lui-même est enterré, il n'a pas été touché. Et surtout, Fordo n'a pas été touché, Ispahan n'a pas été touché, le pétrole n'a pas été touché. Autrement dit, il y a une vision politique, et moi je m'intéresse plus à la question politique. Une fois que les Israéliens ont fait cela, so what? Qu'est-ce qu'on fait après? Quelles sont les conséquences? Et après les gardiens de révolution qui ont été tués, il y aura peut-être pire après. Je vais vous faire réagir les uns les autres. Je voudrais d'abord qu'on revienne quelques mois en arrière, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre dernier. Israël attaquait déjà l'Iran, mais tentait plutôt de limiter la casse, si je puis dire, puisque quelques semaines auparavant, l'Iran avait lui-même attaqué
Israël. Et à ce moment-là, à la fin du mois d'octobre, Israël avait pris la décision de répliquer. On disait que l'objectif était alors d'éviter l'escalade. Les attaques israéliennes s'étaient limitées à détruire des fabrications de missiles, des systèmes aériens, des batteries de missiles. Comment vous interprétez aujourd'hui, Rina Bassis, le fait que l'offensive de la nuit dernière ait totalement changé d'ampleur, qu'on soit dans une stratégie, en tout cas en apparence, radicalement différente? Oui, j'ai une lecture un petit peu différente parce qu'on a parlé de fait, est-ce que vraiment l'Iran va passer cette cap, à commencer justement à développer la technologie pour avoir une bombe. Et en tout cas, selon les experts israéliens avec qui je parlais ces dernières années, on a d'un côté l'enrichissement. Et là, c'est quelque chose effectivement qui est assez facile à détecter parce qu'on peut le mesurer. On peut le mesurer et aussi il faut avoir des espaces énormes. Justement, c'était ça toute l'idée des Iraniens, qu'il faut tout enterrer très profondément. Il fallait construire des énormes salles en profondeur à 20 mètres, à 30 mètres. À Fordo, on parle même de peut-être 80 mètres. Donc, c'était des opérations énormes qu'on ne pouvait pas cacher. Le fait est, si vraiment il y avait une décision pour commencer à développer la technologie, ça c'est une autre chose qu'on peut faire dans un appartement, dans un petit laboratoire quelque part. Il n'y a pas cette signature de matériel qui est liée à ça. Donc, au moment où la décision est prise, si jamais, ça je ne le sais pas, si jamais il y avait une telle décision de la part de l'Iran, ça c'est quelque chose qu'on peut le faire de façon beaucoup plus discrète. Donc, je pense qu'il y avait d'abord cette crainte-là. Mais effectivement, on est dans une situation qui est différente de la situation avant. D'abord, par rapport à octobre, par exemple, vous pensez que... D'abord, les négociations. Ça, c'est assez clair, je pense. Israël s'oppose aux négociations, alors? Israël, je pense que ça c'est assez Israël clair. S'oppose aux négociations. Israël a toujours expliqué, en tout cas, notamment... Israël, je vais dire Israël, le gouvernement de M. Netanyahou, bien sûr, s'oppose à ces négociations. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un secret. M. Netanyahou a toujours dit qu'il ne voulait pas cette proposition qui est pour l'instant sur la table. Parce que c'est quoi la proposition américaine sur la table? C'est plus ou moins geler la situation tant que telle et empêcher les Iraniens d'enrichir plus qu'ils ont. Et pour l'instant, et peut-être, il y avait une proposition américaine, mais qui était rejetée par cet Iran qui est soi-disant si faible, mais quand même, qui arrive à rejeter des propositions américaines pour, par exemple, déplacer les matériels déjà enrichis, ou peut-être qu'il y aura justement des matériels enrichis qui va être importé en Iran pour qu'on l'utilise pour des fins civiles. Donc, toutes ces propositions, l'Iran, pour l'instant, a rejeté. Peut-être le gouvernement israélien avait le sentiment justement que dans ces négociations où les Américains auraient dû avoir la main forte, en fait, c'est les Iraniens qui mènent la balle. Effectivement, le Premier ministre israélien a toujours expliqué qu'il était contre les avancées du point de vue diplomatique sur ce dossier en particulier. Vous souhaitiez réagir, Antoine Baspous? Écoutez, je crois que l'AIEA a tranché en disant que l'Iran viole les accords, l'Iran dissimule dans 3 sites. L'AIEA a découvert de l'uranium enrichi qui n'était pas déclaré et les Iraniens ont refusé d'expliquer comment cet uranium a été si enrichi sans avoir déclaré qu'ils le faisaient. Et donc hier à Vienne, il y a eu condamnation de l'Iran par les gouverneurs de l'AIEA. Et donc Israël s'est jeté sur l'occasion pour justifier l'attaque en se disant ils sont sur le point de passer à la bombe. Et à vrai dire, quand on a un programme nucléaire, enrichir au-delà de 60%, tant de quantité pour fabriquer 9 bombes ou 10 bombes, je veux dire, c'est nier le fait de chercher la bombe, c'est une stupidité. Le modèle iranien, c'est celui de la Corée du Nord. Ils pensent que pour être sanctuarisés par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis, par rapport à tous leurs adversaires, il faut qu'ils aient la bombe. Or là, ça a été coupé, cette volonté. Avant d'arriver à la bombe, ils ont été frappés.
On dit, Bernard Roucka, depuis le début de cette conversation, dans le fond, Israël s'est adapté parce que le contexte a changé à cause des négociations qui ont débuté depuis mars dernier, parce que l'AIEA a dit hier à Vienne que l'Iran était en situation de triche diplomatique. Pourtant, il faut certainement des mois, plusieurs années pour penser, pour construire une opération comme celle qui a eu lieu la nuit dernière. Je rappelle juste un chiffre, la moitié de la flotte aérienne israélienne est partie attaquer l'Iran la nuit dernière. Il faut quand même un sacré bout de temps pour penser tout ça. Absolument, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Les plans secrets d'Israël pour attaquer l'Iran sont publiés dans la presse internationale depuis les années 90. Donc Israël s'est préparé à attaquer l'Iran, comme d'autres pays s'il était nécessaire, l'Égypte ou la Syrie, etc. Les militaires, c'est leur job de faire cela. Il y a un plan en France pour attaquer la Belgique, si vous voulez. C'est des exercices. Donc, évidemment, le plan était prévu. Ils s'étaient entraînés aussi, vous l'avez rappelé, au mois d'octobre, en envoyant également 200 avions qui ont commencé à nettoyer le terrain pour passer ensuite aux choses plus sérieuses éventuellement. Ça, pour vous, c'était une première étape. C'était du nettoyage en amont, c'était de la préparation même, dites-vous. Préparation éventuelle. Peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'était un moyen, d'abord pour Israël, de répondre à l'attaque iranienne, disant si vous nous attaquez, nous sommes capables de répondre de façon très violente et de détruire essentiellement les sites de missiles antimissiles, etc. Donc, aujourd'hui, la question que je me pose sur le nucléaire, on peut discuter. Il est clair que l'Iran a été condamné, mais ce n'est pas la première fois. L'Iran est régulièrement condamné par le gouverneur de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, parce que l'Iran a dépassé les 3,5%. Et les Iraniens disent moi, j'ai été contraint de le faire parce que les États-Unis me sanctionnent et sont sortis de l'accord. Donc, je suis menacé par les États-Unis, menacé par Israël. J'ai donc besoin d'enrichir. Et pour l'instant, je ne passe pas au nucléaire militaire, mais si on me pousse, je le ferai. Ce petit jeu, on le connaît bien depuis des années. Dans ça, c'est pas nouveau. La question que je me pose aujourd'hui, c'est Israël aujourd'hui n'est pas l'Israël il y a 20 ans. Israël aujourd'hui, c'est l'Israël de Gaza et de la Palestine. C'est quand même un événement exceptionnel au niveau mondial. Et donc, vous disiez, madame, que la réunion de New York entre l'Arabie Saoudite et la France était mal ficelée ou était pas très importante, c'est possible. Mais réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Oui, le 15, le 18 juin. Je présentais les points de vue du gouvernement israélien. D'accord. Mais il dit c'est pas très important, mais en fait, oui. Et on sait très bien l'animosité qu'il y a, et que je peux comprendre, du gouvernement israélien vis-à-vis de la France qui envisage de reconnaître Israël, la Palestine. Donc il y a un contexte politique très important où l'Iran a été affaibli, n'a plus la capacité de vraiment réagir. Donc militairement, l'Iran ne pourra pas mener une guerre contre Israël, c'est évident, il n'a pas les moyens de le faire. Mais c'est politiquement, où va Israël là-dedans? C'est une guerre, certains disent, c'est pour créer le chaos. On tue des généraux, des ingénieurs, on crée une instabilité politique et l'Iran sera un pays chaotique, mal géré pendant encore quelques années, donc incapable de prendre une décision et après on verra bien. Mais en attendant, la Palestine, et j'insiste là-dessus, passe au second rang. Ce soir, nous avons fait une émission sur l'attaque et non pas sur la Palestine, qui aurait pu être programmée une autre fois. D'ailleurs, France Culture a fait des émissions là-dessus la semaine dernière. Nombreuses, et on nous refera d'ailleurs la semaine prochaine plusieurs émissions sur la Palestine, mais vous faites bien de rappeler que c'est sans doute l'enjeu prioritaire. Antoine Basbous, est-ce que effectivement l'Iran, concrètement, stratégiquement, militairement, n'a pas les moyens de répliquer aujourd'hui ? L'Iran, surtout, est privé d'état-major. C'est pour organiser une réplique, ce n'est pas en nommant le jour de la décapitation de 20 généraux à la tête de l'armée de les remplacer que la réplique arrive aussitôt. Donc, je crois que les Iraniens doivent être sonnés, doivent être humiliés. Leurs scientifiques, leurs généraux, les plus illustres, ceux qui prenaient tous les jours, lever le doigt et menacer, détruire Israël, l'effacer de la surface de la terre. Bref. La société iranienne, pardonnez-moi, se sent humiliée aussi, ou vous parlez principalement des élites, des dirigeants ? Non, tout le monde est humilié parce que la société iranienne a sa fierté et elle est représentée par des gens qu'elle n'a pas voté pour eux. La société iranienne est dominée par une caste de 10 à 12%, les Bassidj, les Pasdaran et les Mollahs. Et à chaque fois qu'il y a des élections, même en 2009, un ancien Premier ministre de Khomeini, un ancien président du Parlement de Khomeini ont été éliminés
au profit de Ahmadinejad. Et le guide de l'époque a dit, bon, on arrête le dépouillement des urnes, c'est Ahmadinejad qui est élu, parce que c'est sa propre décision qu'il a imposée. Donc le peuple se soulève tous les 2 ans. Rappelez-vous, Mahsa Amini, quand elle a été assassinée, eh bien, il y a eu plusieurs mois de soulèvement, il y a plus de 500 morts. 1 an plus tôt, il y avait également des révoltes et qui ont été très fortement matées. Donc la société iranienne n'est pas en phase avec la monarchie. Ça fait 46 ans que cette monarchie domine. Elle a promis des rêves et la réalité en Iran, c'est le cauchemar. Ce n'est pas des rêves. Israël renforce cela, excusez-moi une seconde, une incise. En faisant une attaque, Israël unifie la société iranienne. Tout le monde se sent victime de ce danger et donc on se réunit autour du chef de l'État. Pour les mollahs, c'est du pain béni ce qui se passe actuellement avec l'attaque israélienne. Rina Bassi, sur la société israélienne cette fois-ci, comment se prépare-t-elle? On a vu que des magasins fermaient dans les villes principales du pays. Comment se prépare-t-elle à une réplique iranienne qui pourrait arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent? Bon, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui est dans la tête de tous les Israéliens depuis des années. Cette crainte qu'un jour, justement, il y aura la grande réplique iranienne, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle, et c'était bien expliqué par M. Barbous, d'un régime dictatorial. Donc, sa seul objectif, c'est sa survie. Et sa survie, d'une certaine façon aussi, le projet nucléaire est lié à ça. Et ils n'ont jamais caché leur volonté d'avoir la capacité nucléaire. Et je crois que personne dans le monde occidental ou le monde libre, sans doute, qu'ils cherchent en fait des capacités militaires. Et on n'est pas naïf. Et ça, c'est une deuxième chose. Et ils n'ont pas caché non plus leur volonté tout simplement de détruire Israël. C'est quelque chose qui ne date pas ni de l'année passée, ni il y a 2 ans. Ça fait des années qu'il dit ça. Donc, quand vous demandez comment la société israélienne vit ça, donc il y a cette menace. Et donc là, je n'entre pas si c'était une bonne ou mauvaise décision de la part du gouvernement Netanyahou. J'explique vraiment juste ce que je pense que beaucoup d'Israéliens ont craigné depuis des années, cette menace iranienne. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on parle d'une société qui est extrêmement résiliente. Et on a vu comment c'était passé, en fait, ce matin, à 2h15 le matin. Il y avait les sirènes qui ont averti. Et ça, ce n'était pas fait ni en avril, ni en octobre pour avertir qu'Israël attaque. Donc, ce n'était pas encore des sirènes qui appelaient les gens de se mettre à l'abri, mais tout simplement dire aux gens, préparez-vous. Peut-être plus tard, il y aura justement les consignes de se mettre à l'abri, ce qui est arrivé quelques heures plus tard. Mais après, quand Israël, et peut-être avec l'aide d'autres pays, a intercepté les drones qui étaient lancés depuis l'Iran, les consignes étaient de, voilà, vous pouvez sortir jusqu'au moment où il y aura encore une autre tentative de la part des Iraniens de frapper. L'argument évidemment de la résilience du pouvoir iranien vaut, on l'imagine, pour le gouvernement israélien qui fait aujourd'hui à peu près tout pour se maintenir également. Il y a une équivalence dans ce domaine peut-être. Bernard Rourcade, du point de vue iranien, est-ce que vous estimez vous-même que, j'allais dire stratégiquement, cette fois-ci militairement, est-ce que le pays a la puissance, la capacité à attaquer ? Techniquement, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais il est évident que l'Iran n'a pas les chasseurs bombardiers, n'a pas les moyens militaires de faire un conflit, de gérer un conflit, surtout avec une puissance comme Israël. Et donc, il y aura peut-être des missiles qui vont partir, mais ça ne pourra pas être une véritable guerre. Par contre, ce que je vois, c'est les conséquences qu'il y a en Iran sur le renforcement du nationalisme iranien. Les mollahs, l'islam politique, c'est une dramatique histoire qui est terminée. La page est difficile à tourner, elle est en train de se tourner, on le sait. Et donc, il y a en Iran une volonté ancienne et forte de défendre l'État. La politique nucléaire iranienne des religieux est celle du Shah, exactement. C'est la continuation de la politique du Shah. Autrement dit, le nationalisme iranien reste très fort. Et l'attaque israélienne, qui touche un peu tout le monde, les gens ne vont pas regretter un général qui a été assassiné, mais ils vont regretter que les voisins autour ont été tués. Et donc, il y a actuellement un sentiment d'humiliation en Iran, un sentiment de peur,
disant on va subir une guerre qui n'est pas la nôtre. Les Mollahs l'ont provoquée. Israéliens jouent la carte des Mollahs en nous attaquant et donc on va être obligé de soutenir ces généraux que l'on n'aime pas pour qu'ils nous défendent. Hein. Ils sont un peu piégés et humiliés. Et un peuple humilié est un peuple qu'il faut plaindre et qu'il faut regarder avec attention. Antoine Basbous, quel rôle ont joué les États-Unis dans cette affaire, dans cette opération? Donald Trump dit ne pas avoir été impliqué directement. Il affirme en revanche avoir été prévenu en amont. Là aussi, est-ce que c'est un numéro d'équilibriste de la part du président américain? Je crois qu'il a fait de l'omerta en quelque sorte. Il était informé. Il a évacué hier une partie du personnel d'Irak, de Bahreïn, de Koweït, personnel américain. Mais il n'a pas envoyé des aéronefs ou des missiles signés États-Unis. En revanche, les missiles qu'Israël a utilisés, les bombes perforantes, beaucoup d'armements, les avions sont fabriqués aux États-Unis. Donc, mais est-ce qu'il n'a pas dans cette affaire un enjeu quasi personnel? Est-ce que ces négociations, les négociations auxquelles il tient, qu'il a mises en œuvre lui-même à partir de mars dernier, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être remises en cause aujourd'hui à cause de cette opération? Je pense qu'on lui a expliqué que vous négocierez mieux avec un adversaire qui a un genou par terre. Et cette frappe va vous aider à mieux négocier, à arracher le consentement de l'Iranien. Les Américains, à l'époque de la précédente administration, ne voulaient pas qu'Israël attaque. Et là, Trump, lui, avait déjà assassiné Soleimani en 2020. Là, il a dépêché le tiers de la flotte stratégique à Diego Garcia, 2 porte-avions, plus les bases dans la région. Donc les Iraniens sont piégés. Ils avaient menacé d'attaquer les États-Unis, mais s'ils attaquent les États-Unis, eh bien, il y a une armada américaine qui va les démolir. En même temps, ils seraient peut-être tentés de lancer des attaques contre leurs voisins arabes pour dire, comme ça, en élargissant le conflit, on va réduire sa durée. Et là, les monarchies du Golfe ont toutes, d'un côté, dénoncé cette attaque, mais en même temps, ils ont participé à la riposte. Je crois que les satellites américains, que les bases américaines dans la région ont surveillé et aidé Israël sans intervenir. Rina Bassis, comment vous analysez, interprétez vous-même ce rôle américain dans cette opération? Non, je vais plutôt, je pense, dans la même direction. C'est vrai que la politique de M. Trump ces derniers jours n'était pas vraiment cohérente parce qu'il y avait un moment, d'abord, il a dit qu'il n'était pas très optimiste qu'il y aura vraiment un accord. Et après, il a dit, mais non, mais je parlais avec M. Netanyahou, je lui dis qu'il ne faut pas attaquer. Donc, il y avait des allers et des retours. Là, ces dernières réactions, d'abord, il a dit excellente opération. Il a félicité Israël pour cette manœuvre. Mais il a aussi dit aux Iraniens, écoutez, moi, je vous ai donné 60 jours pour arriver à un accord. On est à la jour de 61. Donc là, vous n'avez pas respecté les délais que je vous ai présentés. Et ça veut dire que vous ne voulez pas un accord. Mais quand même, je suis d'accord de continuer à parler avec vous. Et donc, si on prend ça comme la dernière ligne de sa politique, parce que ça peut aussi changer. Et demain ou après-demain, on connaît bien les personnages. Si ça ne va pas changer, on est effectivement dans une situation où M. Trump s'est dit bon, je laissais Israël faire son manœuvre. Maintenant, je vais utiliser ça comme un levier de forcer les Iraniens à accepter ce qu'ils n'ont pas peut-être accepté avant. Bernard Ourcade, côté européen, cette fois-ci, il y a un élément de langage qui frappe dans les différentes chancelleries. Je pense notamment à la France, à l'Allemagne. Chacune d'entre elles a mis en avant le droit d'Israël à se défendre, alors que c'est Israël qui mène une opération. Comment comprendre, là aussi, cet élément de langage pour Je ne suis pas très féru en surréalisme, mais effectivement,
stupéfait de cette réaction. La défense d'Israël est évidente. Bon, personne ne veut attaquer un autre pays, mais ce qui se passe est d'une autre nature. Et donc, je pense que les Européens se sont mis un peu à côté du débat. Les Américains et les Iraniens négociaient. Les Européens ne voulaient pas négocier, au contraire, essayant de contraindre l'Iran encore un peu plus. Donc, il y a un éclatement. Mais pour Trump, pour en revenir à lui, c'est un homme qui fait de l'argent. Quel est le pays de la région qui a 92 millions d'habitants, qui ont passé l'épreuve de l'islam politique, qui sont les plus éduqués, qui ont du pétrole et du gaz sans savoir qu'en faire, qui est bien administré et contrôlé? C'est l'Iran. C'est pas Qatar, c'est pas le Bahreïn. Autrement dit, il y a du blé à faire en Iran. Et pour Trump, c'est important. Ils savent aussi que l'Iran est un gros pays dans la région. On ne peut pas passer au-dessus comme la Turquie ou l'Égypte. Ce sont des pays avec lesquels il faut compter. Et ce que je regarde aujourd'hui, c'est la réaction des pays voisins. L'Arabie saoudite a regretté d'une attaque contre le pays frère. Pour que l'Arabie utilise le mot frère concernant l'Iran, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'important. La Turquie, pareil. Et elle était parmi les premières à réagir. Les autres, les Émirats un peu moins. Mais on voit que les pays voisins se disent, si dans l'avenir, les accords d'Abraham qui devaient permettre la pacification de la région avec Israël, c'est pour mettre au pouvoir un Israël qui a une capacité de pouvoir attaquer n'importe qui sans prévenir sur des soupçons de menaces éventuelles, qu'est-ce que ça va donner? Moi, Arabie Saoudite, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, ça va bien. Dans quelques années, qu'est-ce que ça va être? Et donc, Israël risque d'être bloqué sur le plan politique dans la région, comme il est sur l'époque de Gaza. Et je crois que cet événement, aujourd'hui, si on le voit en termes politiques, risque d'isoler Israël dans sa région. Les gens qui voulaient signer un accord d'Abraham ne peuvent plus le signer pour des raisons politiques. Et comme ils ne pouvaient plus déjà le signer, à cause de ce qui se passe à Gaza, en raison de la pression populaire à la base. Et donc, Israël, c'est peut-être gagner une victoire à la Pyrrhus. Victoire militaire, mais une victoire qui est une défaite politique. Et c'est dangereux pour Israël. Antoine Basbous, en quelques mots, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission, est-ce que vous partagez vous-même cette analyse-là? Dans le fond, Israël est en train de s'isoler peu à peu, notamment quand on regarde, la rapidité de la réaction saoudienne. Je crois que celui qui était isolé ces derniers temps, c'était l'Iran. Oui. Parce que l'Iran avait contrôlé 5 capitales arabes, il les a revendiquées, et puis les unes après les autres sont tombées. Et donc, de ce fait, les pays comme l'Arabie, qui a subi plein de missiles venant d'un proxy de l'Iran au Yémen et d'Irak, eh bien, serait soulagé si l'Iran est réduit, à condition que ce ne soit pas une guerre d'usure et qui va le toucher. Donc, d'un côté, il intercepte les drones, et de l'autre, il condamne l'agression israélienne. Donc voilà la diplomatie un peu schizophrénique. Merci beaucoup à tous les trois de cette analyse sur l'actualité brûlante. Rina Bassiste, Bernard Ourcade, Antoine Basbous. Et il y aura la semaine prochaine sur France Culture dans diverses chaînes et dans Questions du soir des émissions consacrées à la Palestine. Merci à toutes et à tous.